Je suis Olivier Gilis, je travaille à l'Observatoire de la santé et du social. Et donc c'est moi qui suis chargé de présider ce groupe de travail. Alors on va donner dans un premier temps la parole à 3 associations qui sont actives à Bruxelles, en Flandre et en Wallonie et qui travaillent notamment sur les questions d'accompagnement à la rénovation. Donc ils auront chacun 10 minutes pour intervenir. Ensuite on aura 2 réactions du réseau wallon de lutte contre la pauvreté d'une part et de Ruimte Waard d'autre part, qui auront également une dizaine de minutes pour réagir. Ça nous laissera alors 5 à 10 minutes de réaction avec la salle. Alors je vais commencer par donner la parole au réseau Habitat, donc, qui est actif sur Bruxelles. Et donc je vais donner la parole à Marilène de Mol et Maïra Boer. Voilà. Et donc je serai assez strict sur le timing, donc je vous ferai signe quand on arrive tout doucement aux 10 minutes imparties. Je vous en prie. Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour l'invitation. Donc effectivement, Maïra, on vient vous parler du réseau Habitat et de l'accompagnement à la rénovation qu'on fait dans le cadre de nos missions. Donc moi je vais très... où est-ce que je passe les trucs, les dias? C'est où j'appuie quelque part ou... C'est ça, fantastique. Donc rapidement, je vais vous expliquer un peu ce qu'est le réseau Habitat, mais je vais essayer de ne pas prendre trop de temps pour ça, pour arriver rapidement dans le cœur du sujet de l'atelier. Donc qui on est, ce qu'on fait et où est-ce qu'on travaille. Ensuite, je vous dirai un mot sur l'approche qui fait la particularité du conseil en rénovation qu'on propose au sein du réseau. Et je passerai la parole à Maïra qui vous parlera plus en détail de ce conseil en rénovation, puisqu'elle est elle-même conseillère en réno, et donc elle vous parlera bien mieux que moi de son métier. Hop. Le vert, c'est pas le vert. Ah, c'est par là, quoi. C'est le bouton vert pour avancer, le bouton rouge pour reculer. Oui, j'avais appuyé sur le bouton vert, mais bon. Ça ne marche pas. Donc je peux commencer le temps que tu trouves le bon bouton. Voilà. Le réseau Habitat, c'est un réseau de 9 associations qui sont agréées par la région et subsidiées par la région bruxelloise. Chaque association est agréée pour un territoire spécifique, je vous montrerai ça sur une carte juste après. Donc on travaille bien dans une démarche territorialisée. Et les missions qui sont les missions du réseau Habitat, elles nous sont données par la région et elles sont définies et déclinées dans un plan pluriannuel. Et dans ce plan pluriannuel sont aussi fixées 2 priorités d'action en termes de public cible ou de zone cible. Donc on travaille en priorité dans la zone de revitalisation urbaine, la ZRU, qui est une zone du territoire bruxellois qui est définie sur base de critères socio-économiques des quartiers et aussi d'état du bâti. Donc c'est une première priorité. Et l'autre, c'est qu'on travaille de manière prioritaire vers des publics plus fragilisés. Donc, quelles sont nos missions? Donc, de manière très générale, on vise l'amélioration du cadre de vie des habitants et on décline cet objectif général en 2 grands axes de travail. Il y en a un qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui. Mais donc, ces 2 axes, c'est d'une part, on travaille sur le logement et d'autre part sur le quartier. On travaille sur le quartier via ce qu'on appelle le développement local intégré, c'est-à-dire qu'on, par toute une série de projets, d'actions, d'information, de sensibilisation, on travaille à promouvoir une appropriation positive de l'espace public, promouvoir aussi davantage de cohésion sociale, encourager des projets de citoyens dans leur quartier, pour leur quartier, etc. Donc ça, c'est pas le sujet du jour, mais quoique, évidemment, les liens par rapport à la rénovation sont toujours importants et fréquents. Et donc le deuxième axe de travail, c'est le conseil en rénovation et en énergie et en usage, qui est quand même un élément important aussi. Et donc là, on propose à l'ensemble des personnes avec lesquelles on est en contact un accompagnement pour améliorer le côté physique, la brique de leur logement, donc toutes les questions qu'ils peuvent avoir sur la rénovation, mais aussi sur justement les manières d'habiter, l'utilisation rationnelle de l'énergie, comment bien ventiler, etc. Et on a un dernier objectif qui est un objectif transversal de soutien aux politiques régionales où on a
un rôle aussi de plaidoyer par rapport aux matières sur lesquelles on est actif. Ce petit graphe très rapidement pour vous montrer qu'en fait le réseau Habitat, donc 9 associations, ce sont 9 associations qui sont très diverses et que chaque association fait aussi bien d'autres choses que uniquement du conseil en rénovation ou du développement local intégré, qu'elles font de l'accueil pour la petite enfance, de l'insertion socio-professionnelle. Elles travaillent aussi certaines comme agences immobilières sociales. Il y a beaucoup d'associations qui sont aussi associations d'insertion par le logement, donc qui travaillent beaucoup avec les locataires. Donc voilà, c'est simplement pour vous montrer la diversité dans ces associations. Et j'attire déjà l'attention sur cette diversité dans la mesure où c'est aussi toutes ces casquettes différentes de chaque association sont à chaque fois des portes d'entrée vers l'accompagnement à la rénovation également. Et donc ça, j'y viens. Donc ça, c'était simplement pour vous montrer géographiquement la répartition dans Bruxelles, où on a vraiment, on voit ici qu'on est concentré Pentagone, première couronne, donc c'est-à-dire ces quartiers qui sont dans la ZRU, donc qui sont, comme je l'ai expliqué auparavant, spécifiquement ciblés. Et donc avant de passer la parole à Mayra, juste encore un mot sur l'approche qui est la nôtre et qui est vraiment importante, je pense notamment par rapport au sujet du séminaire aujourd'hui. On travaille vraiment dans une approche globale, transversale, et donc comment est-ce qu'on met ça en œuvre? D'une part, les associations du réseau Habitat sont des associations qui sont des acteurs historiques des quartiers bruxellois. Il y en a, la plupart sont là depuis plusieurs décennies, il y en a qui sont là depuis 40 ans, qui sont implantés dans les quartiers comme maisons de quartier, donc connus et reconnus par l'ensemble des acteurs, que ce soit les habitants, mais aussi les communes, CPS, etc. Donc, on travaille aussi vraiment on n'est pas un guichet d'information sur le logement, on n'est pas un guichet d'accompagnement à la rénovation, on est toute la diversité que je vous ai montrée dans le schéma précédent. Et donc, on travaille sur base de la demande de l'habitant au moment où il arrive chez nous. On construit notre accompagnement sur base de cette demande, au rythme des gens. On accompagne les gens aussi longtemps qu'ils en ont besoin, donc on n'a pas non plus d'impératif de volume, de nombre par an. Donc oui, voilà, donc ça je pense que c'est important de mettre ça en introduction à l'intervention de Mayra. Et il vous reste 4 minutes. D'accord. Longue introduction. Bonjour, voilà, donc moi je suis conseillère en rénovation chez Habitat et Rénovation, qui est l'association qui est active sur Ixelles et Etterbeek, mais donc on retrouve dans toutes les associations du réseau Habitat. Et donc l'objectif c'est fournir tout type d'aide relatif à la rénovation et à l'usage du logement, l'usage rationnel de l'énergie. Et donc comme disait Marilène, on adapte notre service en fonction de la demande et aussi des personnes, certaines avec un rendez-vous et un renseignement ont assez pour pouvoir se débrouiller toutes seules, d'autres viennent nous voir presque chaque semaine pour un accompagnement plus poussé. On propose aux gens de venir nous voir dès qu'ils ont une question ou dès qu'ils commencent à penser à leur projet de rénovation, ou plutôt ils viennent nous voir, au mieux on peut les accompagner et les diriger vers là où ils ont besoin. Alors notre travail s'arrête là où le travail de l'architecte commence. Donc si un architecte est obligatoire pour un projet, dès qu'on touche à la structure, alors là on renvoie les gens vers des architectes, et sinon on peut vraiment les accompagner tout du long. On ne fait juste pas de suivi de travaux. Donc on s'arrête vraiment là. Donc les gens viennent nous voir souvent avec des questions. On peut faire des visites techniques si on a besoin de comprendre quelque chose plus en profondeur. On hiérarchise avec eux les travaux. Souvent on vient nous voir pour un type de travaux. On se rend compte, nous, en fait, qu'il y a des choses plus urgentes à faire par rapport à la salubrité ou la sécurité que par exemple l'isolation, comme on le disait tout à l'heure. L'accompagnement des aides financières. Donc on regarde avec eux ce qu'ils auraient droit comme aide financière, et donc à partir de là, est-ce qu'ils ont besoin aussi d'un emprunt éventuel et un accompagnement pour faire cet emprunt si c'est un emprunt éco-réno, donc auprès du Fonds du logement. On fait l'analyse des devis. Donc
ça devient très technique. Une fois qu'on est devant des devis, les gens parfois ne savent pas de quoi on parle exactement. Donc nous, on vérifie est-ce que c'est complet, est-ce que ça répond aux questions techniques pour les primes. On vérifie aussi est-ce que l'entrepreneur est bien enregistré, ce genre de choses. On conseille pour les permis d'urbanisme, donc on indique aux gens est-ce qu'ils ont besoin d'une demande de permis ou non. Si oui et que c'est une demande sans architecte, on peut les accompagner aussi dans le montage de leur demande de permis d'urbanisme, puisque administrativement c'est assez lourd et pas toujours évident. Quand ça touche à des questions d'énergie, on peut les accompagner aussi sur tout ce qui est usage rationnel de l'énergie, voir avec eux comment faire installer, faire des petites installations pour des économies d'énergie, ce genre de choses. Alors, comment est-ce qu'on fait tout ça? On est joignable par Internet, par mail, par téléphone, mais surtout, on a des permanences. Donc, on a des services gratuits, des permanences ouvertes à tout le monde, sans rendez-vous. Et ça reste un service aujourd'hui qui est de moins en moins, je pense, et qui reste très important pour les personnes de pouvoir venir quand ça les arrange. Quand on est ouvert, mais quand ça les arrange, de nous parler, de prendre le temps d'expliquer leur projet, etc. Et c'est comme ça qu'on peut aller aussi en profondeur dans les choses et s'apercevoir qu'il y a des travaux plus urgents que d'autres. Les visites, je le disais, quand c'est nécessaire et avec le temps qu'on a, parce qu'on aimerait bien être renforcé, mais le temps est limité. Des séances collectives d'infos. Alors ça nous permet par exemple sur les aides financières, on peut proposer, et ça on peut le faire en collaboration avec les communes ou pas, mais donc une séance collective nous permet de toucher beaucoup de personnes. Des animations dans l'espace public, ça nous permet de toucher aussi des publics qui n'arriveraient pas chez nous, qui n'auraient pas d'infos qu'on existe. C'est pas toujours évident de faire connaître le service auprès des personnes qui ont le moins qui n'ont pas accès à Internet, ce genre de choses. Voilà. Je sais pas s'il y a un slide. Voilà, vous allez devoir clôturer. Ok. Voilà, mais je pense que j'ai dit, voilà, on fait des animations, on a toute une série d'outils didactiques, pardon. On développe toute une série de projets aussi, chaque association. Du coup, moi, ce matin, je présentais notre projet de rénovation groupée accompagné. Donc voilà, on a chacun nos spécificités, mais on est aussi en communication entre les 9 associations et c'est un très gros plus dans nos projets. Un tout grand merci. Hélène Deramé, qui devait présenter le projet Wallon Charlisol, qui se déroule à Charleroi, n'est pas présente. Donc je vais directement, il y a direct autour là. Je laisse direct la parole à Lens Mense, qui travaille pour Samo à Anvers, qui est promoteur à la location. Ok, prima. Micro werkt goed genoeg? Est-ce que le micro fonctionne? Donc, je suis Lynn Smith, je travaille pour SAMO, c'est une organisation sociale. On est dans le secteur de lutte contre la pauvreté et en fait, on fait un travail donc avec des projets de lutte contre la pauvreté. Nous essayons aussi d'impacter la politique pour arriver à un changement en Flandre. Et dans 4 communes, je travaille comme promoteur à la location. Alors ici, vous avez la synergie. Donc voilà, les Campus One, plateforme et d'autres. Et tout ça est financé par la province d'Anvers. Alors pour ceux qui ne savent pas où ça se trouve, on est dans la province d'Anvers et ce sont les communes en jaune. Et en fait, c'est à la frontière du Limbourg, en camping. Mol, Balen, Dessel et Réti. Donc le projet est financé par la province d'Anvers. Il court de 23 à 25. J'y travaille comme mi-temps pour ces 4 communes. Et c'est SAMO, l'organisation SAMO, qui fait la mise en œuvre. Alors pour vous montrer le nombre d'habitants, donc Mol, c'est 38 500 habitants. La plus petite commune, c'est Dessel, 9 300 habitants.
Et voilà, donc ce sont des communes plutôt petites. Alors, que faisons-nous? Les personnes qui ont un logement inoccupé peuvent venir nous voir, donc le promoteur à la location, avec toutes leurs questions pour préparer leur logement pour la location. Il s'agit de la qualité minimum. Et moi, j'ai toujours travaillé dans le domaine de l'énergie et donc ce volet-là est toujours présent. Donc, il s'agit de prestations minimum actuelle, mais en Flandre, ça va changer. Ça va devenir plus strict. On va regarder les labels. Et donc, déjà maintenant, je donne les infos toujours sur les prestations minimum à partir de 2030. Alors, s'il y a des personnes avec un logement inoccupé, nous allons rechercher les pistes possibles. Une location sociale ou alors une location sur le marché privé. Alors, il y a des personnes qui ont des questions. Voilà, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de mettre en location? Quelles sont les différentes solutions? Je dois décider avec mon frère. On est... voilà, ça c'est toujours le début, c'est donner toutes les informations. Alors ce que j'essaye de faire en tant que promoteur, c'est d'être vraiment le point de contact pour les personnes qui viennent avec des questions. Les slides ont bougé un petit peu, mais ça n'est pas grave. Alors, toutes les questions, petites questions de toute nature. Ce qui est important, c'est pour moi, si j'ai la réponse directement, je la donne. Si je ne connais pas la réponse, je vais chercher avec le propriétaire jusqu'à ce que je trouve la réponse. Parce qu'il n'y a personne qui va ouvrir son portefeuille s'ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils vont devoir faire. Donc, il est très important de donner les réponses claires pour abaisser les seuils et pour que les gens soient disposés à faire l'investissement. Alors, quelles questions? Donc la qualité minimum, prestations, performance énergétique minimum, droits et obligations, possibilité de location sociale et c'est vraiment de tout comme question. Ici, l'exemple d'un logement à Mol. Donc, il y a 5 chambres à coucher. Donc, la base est très bonne. Et l'objectif, c'est de mettre en location à un ménage avec beaucoup d'enfants. Et donc, bon, voilà, c'est un logement. On en a évidemment besoin de beaucoup plus. Alors, pourquoi nous sommes une organisation dans le cadre de la lutte contre la pauvreté? Ce sera toujours notre motivation. Mais le marché locatif, c'est le marché le plus difficile où obtenir donc le changement sur les économies d'énergie, le climat. Et donc, mais on doit le faire parce qu'en Flandre, il y a 76 000 personnes sur liste d'attente pour un logement social. Donc, tous ces groupes maintenant se trouvent sur le marché locatif privé ou bien est à la rue ou sans logement convenable. Et donc, on doit absolument faire quelque chose. Et on sait que se trouver sur cette liste d'attente et devoir louer sur le marché privé, ça donne beaucoup de stress. Et il y a beaucoup de concurrence. Quand il y a un logement qui se libère, il y a 50 personnes qui attendent pour pouvoir le louer. Donc, il est important de faire quelque chose. Il y a vraiment une crise du logement. Donc, ça, c'est notre motivation. Pour travailler avec les propriétaires, c'est en raison de cette crise du logement. Et ce sera aux propriétaires, au final, de préparer, de rénover leur logement. Et nous ne nous attendons pas à ce que les locataires fassent les travaux de rénovation et investissent parce qu'il n'y a pas suffisamment de sécurité de logement et d'occupation. Donc, on s'axe sur l'offre. Et nous voulons étendre l'offre de logement. Alors, nous offrons un accompagnement, une prise en charge de A à Z. Donc, depuis la formation jusqu'à l'obtention de primes. On voit que dans les villes comme Anvers, Gand, Malines, tout ça est organisé, mais dans les petites communes, ce n'est pas encore le cas. Donc, il est important de faire des expériences dans ces petites communes pour que d'autres communes puissent s'en inspirer.
Ça, c'est un exemple d'un logement à Baarlen. La maman est allée en maison de repos, mais elle ne voulait pas encore vendre sa maison parce qu'elle devait payer la maison de repos. Et la fille et le fils sont venus me voir. On a préparé à la location. On a obtenu un certificat. Entre-temps, c'est loué à un couple qui a difficile également financièrement. Donc, nous faisons un travail social et d'autre part, nous allons voir les politiques parce que ne rien faire sur le marché locatif, ce n'est pas une option. On fait beaucoup trop peu. On veut montrer qu'il est important d'avoir des points de contact, être proche des gens et montrer qu'on peut on peut changer les choses sur le marché locatif. Ça, c'est l'exemple d'un logement à Dessel préparé à la location. Vous voyez, donc à gauche, donc la chaudière donc est dans la salle de bain. Donc, monsieur a déjà fait beaucoup de travaux, isolation du toit, mais ici, on ne savait pas qu'il y avait une chaudière dans la salle de bain et c'est pas permis. Donc, il a encore fait un effort supplémentaire pour mettre une chaudière à condensation pour diminuer la consommation, mais aussi, point de vue sécurité, c'était mieux de sortir la chaudière de la salle de bain. Donc, il y a un certificat de conformité qui a été obtenu. Alors, quelques chiffres. On a fait des visites donc dans 27 logements pour donner des explications sur la préparation à la location. Entre-temps, c'est 7 certificats de conformité qui ont été demandés. Alors, pour nous, il est important le marché locatif connaît beaucoup de problèmes et on doit vraiment essayer de résoudre les problèmes, ne pas avoir peur. Et parfois, on doit donner le conseil de ne pas louer, par exemple, un logement, un immeuble qui est trop loin du centre ou quand les travaux sont trop importants. Et donc, parfois, on doit donner comme conseil il faut faire autre chose, il faut vendre, ce sera trop difficile, ne commencez pas. Et il vaut mieux commencer avec quelque chose de plus petit, de plus près du centre, quelque chose de plus simple comme projet. Ça, c'est un logement, une maison à Baarlen et loin du centre. Alors, on a donné comme conseil, utiliser l'argent de la vente pour acheter quelque chose de plus petit au centre de Baarlen, qui sera plus simple. Ici, c'est une maison à Baarlen. On est allé voir et donc, le monsieur voulait faire une location sociale et la dame pas du tout. Alors, j'ai expliqué qu'il y avait vraiment beaucoup de travaux à faire. C'était des simples vitrages, une grande maison. Et au final, c'est maintenant mis en location à une dame qui a divorcé et qui habite avec ses 2 enfants. Malheureusement, ça ne rencontre pas du tout les normes minimum de qualité des logements. Donc, j'espère pour cette locataire qu'il n'y aura pas de nouveau une crise parce que ce serait vraiment très difficile. Donc, on n'arrive pas à mettre tous les logements en conformité. Alors, qu'est-ce qu'on a fait dans le courant du temps? Et là, je suis vraiment fière. C'est aussi à Baarlen, il y avait une AIS, donc un logement de l'agence immobilière sociale. Et en raison des fusions de l'AIS avec la société du logement, ce logement devait passer d'une AIS à une autre AIS. Et la première agence disait on doit rendre ces logements parce qu'il n'est pas assez bon, point de vue qualité. Par exemple, il y avait le problème qu'il fallait sortir dehors pour aller aux toilettes, alors que l'autre AIS disait non, on ne peut pas tant qu'on ne change pas les toilettes.
Et donc, les propriétaires, avec une autre organisation, ont commencé à faire des gros travaux de rénovation, 80 000 €, avec pour conséquence que maintenant, le logement est conforme et il est mis en location. Formule sociale. Alors, on n'a pas fait l'accompagnement. Le logement est resté vide pendant 2 mois, ne pouvait pas encore mis en location. Et nous, en collaboration avec donc les bailleurs, on l'a ouvert donc pour des visites des propriétaires. On a organisé une journée porte ouverte, si vous voulez, pour les propriétaires qui avaient des questions et qui pouvaient venir visiter. Et ça, finalement, ça a été un grand succès. Et il y a 34 propriétaires de 4 petites communes qui sont venus voir avec des questions de rénovation, de mise en location. Et ainsi, on a pu organiser différentes visites avec l'idée de porte ouverte. Voilà, les propriétaires tout fiers. Une nouvelle cuisine, c'est une collaboration avec la commune, le partenariat, l'AIS. Encore juste 3 minutes. Combien? D'accord, pas de problème. Alors, je passe celle-ci. C'est un beau dossier. Ça ira l'AIS ici. Alors, la prise en charge dans la pratique, je l'ai déjà dit, je vais encore le répéter. Ne pensez pas seulement aux grandes villes, aussi aux petites communes. Il y a un marché locatif important. On a fait des expériences ensemble maintenant, mais on aimerait bien que les maisons de l'énergie et des spécialistes du marché locatif qui pourraient prendre ça en charge. Et un promoteur location ou coach location, quelle que soit la dénomination, il est important qu'ils aient les connaissances nécessaires des personnes fragilisées dans le cadre de la crise énergétique et en même temps avoir des connaissances en termes d'économie d'énergie, rendement, etc. Il faut des situations win-win. Et tout commence par la formation. Donc, le seuil le premier pour les propriétaires, c'est avoir un point de contact pour avoir les informations nécessaires. Les propriétaires ont besoin d'astuces pratiques. En matière d'énergie, de qualité du logement, mais aussi en matière de financement. Et donc, je dois expliquer partout qu'il faut être réaliste au point de vue loyer. Et j'explique qu'un bailleur n'est pas obligé d'indexer. Si vous avez un bon locataire, ça peut être un geste vis-à-vis du locataire de dire, voilà, vous entretenez bien mon bien, et bien en échange, je ne vais pas indexer le loyer. C'est donnant-donnant et pas mal d'astuces pratiques qui sont données. Et je veux aussi travailler de façon vraiment soucieuse. Il y a des bailleurs, par exemple, qui ne veulent pas m'embêter, n'osent pas téléphoner. Alors, c'est moi qui vais prendre mon téléphone et je sonne les propriétaires. Hein. Je vois s'ils ont d'autres questions. J'envoie des informations de façon proactive. Et je pars toujours de la situation telle qu'elle existe. Est-ce que la maman est en maison de repos? Est-ce que vous avez acheté ce logement pour investir? Je veux d'abord savoir l'idée là derrière. Est-ce qu'il y a des craintes? Est-ce qu'il y a des questions? J'essaye d'abord de faire l'inventaire et de me faire une idée du contexte et de ce qu'il y a à faire. Alors, encore juste une chose à dire. Nous faisons des recommandations pour le niveau flamand et donc si ce marché locatif privé, si nous voulons le mobiliser, alors ce certificat de conformité est crucial. Ce PEB obligatoire sur le long terme est très important. Donc à partir de 2030, tout ça a été voté et la prise en charge est hyper importante ainsi que les différentes primes, les soutiens. Hein?
le bailleur privé tombe dans la catégorie la plus élevée de revenus et nous voulons changer ça et pouvoir et faire en sorte qu'ils relèvent de la catégorie de revenus moyens parce qu'il faut les encourager à rénover leur logement. On doit faire en sorte qu'ils ouvrent leur portefeuille et on le fait en voyant ce dont les propriétaires ont besoin pour ouvrir leur portefeuille en combinaison avec les besoins des locataires. Et voilà, je pense que c'était tout. Merci. Et maintenant, je donne la parole à 2 personnes pour les réactions aux présentations. Monsieur Baumers, qui travaille pour l'organisation de Ruimtevaart. D'abord, oui, bonjour à tous. Je suis Stijn de Ruimtevaart, une association à Louvain où les personnes en situation de pauvreté prennent la parole. Et je travaille dans l'équipe logement durable et donc sur une base quotidienne, nous faisons des visites domiciliaires, pas pour commencer des parcours de rénovation ou d'accompagnement, mais non pour avoir un premier entretien sur la consommation énergétique et de voir avec les gens comment, dans leur logement actuel, de quelle manière ils peuvent réduire leur consommation énergétique et de façon consciente pour maîtriser leur facture. Et c'est depuis cette idée-là que je regarde les différents projets. Alors j'aurais bien voulu être là avec un collègue qui a beaucoup d'expérience, qui a fait beaucoup de visites à domicile et qui arriverait à formuler de façon très concise l'essentiel, mais je vais essayer de faire aussi bien que lui. Alors, nous, on arrive avec des idées pour économiser l'énergie qui peuvent être appliquées dans énormément de logements, et souvent logements de moindre qualité. Et dans beaucoup de visites, on voit parfois des situations très, très pénibles. Je pense que je ne suis pas le seul dans la salle qui est entré en contact de situations de moisissure, de problèmes de salubrité, problèmes de sécurité. Dans les logements, on voit beaucoup de ces problèmes. Et je pense que c'est de notoriété que les rénovations sont bien sûr nécessaires à ce moment-là et les adaptations au logement. Et l'effet positif de telles rénovations sont clairs, ne sont pas contestés. La consommation énergétique va baisser, le confort va augmenter, mais pour beaucoup de situations, on se rend compte qu'entre la situation actuelle et l'idée de ce à quoi on pourrait arriver après rénovation, eh bien, qu'il y a un tel fossé avec énormément d'incertitudes, de questions, parfois de craintes aussi, parce qu'on a entendu des choses d'autres personnes. Et donc, je pense que l'accompagnement à la rénovation est hyper importante. Et nous avons déjà entendu pas mal d'exemples qui ont trait à l'accompagnement à la rénovation. Alors qu'il s'agisse de propriétaires, d'occupants ou de propriétaires bailleurs, sont 2 groupes cibles et qui constituent vraiment un potentiel pour justement résoudre les questions, pour pouvoir arriver à plus haut taux de rénovation. Alors, on veut donc prendre en charge, on veut donner les réponses claires aux personnes parce que on rencontre toutes sortes de questions. Et il n'y a pas de questions bêtes. Et les personnes peuvent nous poser des questions très diversifiées. Mais justement, c'est ce qui est important dans l'accompagnement. Il faut pouvoir
donner des réponses et aider les gens. Et donc, il s'agit d'un soutien technique, mais aussi d'un soutien social de personnes qui entrent dans de tels parcours. Et dans cette réflexion, ce qui est important, c'est que pour que les personnes osent poser des questions, il faut un lien de confiance pour que les personnes osent venir vers nous et poser leurs questions. Et je remarque moi-même que chez nous, pour ce qui concerne les idées d'économie d'énergie et le renvoi vers d'autres acteurs, eh bien, on consacre énormément de temps à établir cette relation de confiance. Et souvent, à ce moment-là, on peut renvoyer les personnes à d'autres acteurs qui vont s'occuper et prendre en charge l'accompagnement. Et donc, c'est une question de quelle manière voyez-vous cela, le lien de confiance dont on aurait besoin, combien de temps cela peut prendre, combien d'énergie cela peut requérir, et pour arriver à donner aux personnes des perspectives d'avenir qui soient réalistes et abordables financièrement et reconnaissables, pour que les personnes voient qu'un projet de rénovation, pour elles, peut être tout à fait réaliste. Et voilà ce à quoi nous œuvrons tous ensemble. La question d'avoir tout le monde. Zelf ook de vraag stel, in een eerste fase van renovatiebegeleiding bereiken we gemakkelijk mensen die al interesse hebben of waar zelf al een zaadje is geplant rond. Pardon, merci. Où on avait déjà planté les graines de l'énergie, est-ce qu'on peut joindre ces personnes, ou est-ce que c'est possible de convaincre les personnes qui n'ont pas encore accès à ces informations? Et finalement, je voulais encore faire une remarque parce que la qualité du logement est absolument très importante. Très importante pour pouvoir vivre dans un logement qui répond à un certain nombre d'exigences de qualité. Mais cela reste très important, ça reste un défi. Ce matin, on l'a déjà dit dans la séance des rénovations de quartier, que ces logements doivent rester abordables. Et ça aussi, c'est un défi, une question que je voudrais reposer sur la table. Quelle façon pourrions-nous travailler dans ces trajectoires pour que les maisons à meilleure qualité puissent rester abordables? Voilà, donc ça c'est ma réflexion. Merci. Merci. Et alors maintenant, donc, je donne la parole à Madame Poncin, qui va réagir et donc qui travaille au réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Vous m'entendez? Non. Oui. Oui, ça fonctionne? Bonjour et merci pour les présentations. Donc moi c'est Amandine, je travaille au réseau wallon de lutte contre la pauvreté. On est une association située à Namur, mais on est compétent sur toute la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc je connais mieux la réalité wallonne que la réalité en Flandre. Avant de parler d'accompagnement, je voulais remettre en avant quelque chose que j'ai déjà dit dans le groupe de ce matin dans lequel j'étais. Mais les personnes qu'on rencontre au quotidien, les personnes qui vivent la précarité, qui est l'essence du réseau, le réseau ne se base pas sur des chiffres, il travaille avec les populations directement concernées par la précarité, les questions de mal-logement ou autres, pour écrire, construire son plaidoyer. Ce que les militants répètent depuis de nombreuses années, et le répètent encore davantage à l'heure actuelle, c'est que le logement, c'est un levier prioritaire pour sortir de la pauvreté. C'est une clé, c'est une base essentielle pour se construire, pour se poser, pour se sentir en sécurité. Or, force est de constater qu'en Wallonie, mais pas que, à Bruxelles et en Flandre, on vit une crise du logement. Trop de personnes sont mal logées, trop de personnes sont trop chères logées, trop de personnes sont mal logées ou non logées.
Et ça a des répercussions directes, que ce soit sur le portefeuille de l'État, qui doit gérer par après toutes ces difficultés, au lieu d'investir en amont. Mais pour les gens en direct, oula, ça va bien. Voilà, c'est nickel, là. Mais pour les gens, quand on parle de trop cher logé, on a des populations qui, plus de la moitié de leurs revenus part dans le loyer. On a des personnes qui ont dû, pendant la crise de l'énergie, contracter des prêts pour payer leurs factures d'énergie. On a des personnes qui vivent à la rue. Le dernier dénombrement comptait plus de 50 000 personnes à la rue. Et les chiffres démontrent que une personne qui vit à la rue, elle meurt 33 ans plus tôt. Quand on parle de mal logement en Wallonie, c'est plus de la moitié du parc qui est de mauvaise qualité. Mais ça a un impact direct sur la santé des gens, que ce soit des problèmes d'asthme, des problèmes d'eczéma, d'anxiété, de honte. On a peur d'inviter les gens chez toi, on a peur d'ouvrir la porte à un intervenant social. L'autre fois, je rencontrais une maman qui me disait « Mais moi, j'ai l'assistante sociale pour mes enfants du SAJ qui doivent venir. Mais en fait, j'ai honte de lui montrer mon logement parce qu'elle va peut-être à un moment donné me retirer mon enfant. » Et donc, c'était juste pour introduire, avant de passer à l'accompagnement, rappeler que le logement, c'est vraiment une base essentielle. Et que quand on a parlé l'année passée à nos militants qu'on allait faire une campagne sur la question de la rénovation énergétique et de la justice sociale, ils nous ont dit « Attendez, avant de plaidoyer pour le climat et de rénover nos logements, il ne faut pas oublier que nous, il nous faut du logement. » Et que pour le moment, c'est les passoires énergétiques, ces bouloirs, ces taudis, ces logements qui sont insalubres. Nous, on en a besoin sur le parc, sinon c'est la rue. Et donc, on ne va pas aller militer dans les rues pour dire il faut des logements rénovés parce que nous, en fait, on va se tirer une balle dans le pied. Et donc, il y a de la crainte chez les gens par rapport à ça et qui parfois est un frein par rapport à cette question de la rénovation. Alors avec le temps, on a construit, etc. Et bien sûr, ce que disent nos militants, c'est rénover, on en est conscient, on veut le faire. Mais pour ça, il faut des mesures structurelles fortes et il faut un accompagnement des citoyens sur le terrain. Parce qu'il ne suffit pas, comme on le voyait ce matin, de donner des moyens de financement, des prêts, des primes, etc. Oui, c'est gentil, c'est bien beau, et encore, il y a une grosse partie de la population qui n'y a pas accès du tout. Mais rénover, je ne sais pas si vous avez déjà été confronté à ça, c'est très complexe. Où est-ce que je dois aller taper à la porte pour avoir une information ? Comment est-ce que je comprends un devis ? Qu'est-ce qu'il est marqué ? Par où est-ce que je dois commencer ? On me dit d'aller vers un label A, mais en fait, c'est quoi un label A ? On me dit de trouver un entrepreneur. Ok, d'accord, je vais trouver un entrepreneur. Chez moi, dans mon village, il y en a une vingtaine, lequel je choisis et dans lequel je peux avoir confiance. Toutes ces questions-là, c'est des questions qui reviennent des gens et qui se posent sur le terrain. Alors certains se disent, après la première étape, c'est bon, on laisse tomber, c'est trop compliqué, on n'y va pas. D'autres continuent, mais puis après, les dossiers bloquent, ils n'ont peut-être pas su à quelle porte frapper, à quel moment. Et donc, il y a tout ce genre de freins qui s'accumulent. On parlait de la fracture numérique, certaines sont accessibles que sur rendez-vous ou via un formulaire en ligne. Déjà là, on crée du non-recours par rapport aux personnes. Toutes ces réalités font que face à l'enjeu climatique, face à l'enjeu et l'ambition alors je vais parler de la Wallonie, s'est mis, on parle de 150 rénovations enclenchées chaque jour d'ici 2030, c'est demain, en sachant que pour le moment, on a 1% de rénovation par an. Comment est-ce qu'on fait ? Alors, je suis très triste de voir que les plateformes de rénovation ne sont pas là aujourd'hui parce que c'est un des modèles que le réseau met en avant. Alors, je vais peut-être vous faire un petit résumé si j'ai le temps, mais les plateformes, il en existe 6 en Wallonie et c'est un accompagnement intégré. C'est-à-dire, on accompagne les personnes de A à Z. On va à leur porte sous forme de maraude et on leur dit « Vous voulez rénover, on sera à vos côtés et on ne va pas vous laisser tomber dans le projet ». C'est un accompagnement qui est à la fois technique, c'est-à-dire il y a des architectes, il y a des ingénieurs, il y a des personnes qui vont être là pour vraiment mettre les fondements au niveau de comment est-ce qu'on rénove pour que ça ait un impact sur le portefeuille des gens. Et puis, il y a des travailleurs sociaux qui sont là et qui disent, écoutez, un devis, les architectes, ils n'ont pas le temps de voir avec vous, mais nous, on va se poser et on va vous expliquer ce que c'est le devis qu'on vous a proposé. On va vous accompagner dans ce que c'est un PEB. On va vous accompagner dans ce que c'est... par exemple, le choix de tel ou tel matériau, etc.
Force est de constater qu'en Wallonie, il n'en existe que 6, alors qu'on a plus de 200 communes. Et donc, nous, au réseau, on ne voit pas comment on arriverait aux ambitions qu'on se met en termes de rénovation sans un accompagnement local, technico-social. Alors, quand on dit technico-social, nous, on est convaincus que dans cette transition, les travailleurs sociaux ont un rôle à jouer. Parce qu'on parlait de la confiance avec la personne qui va venir taper à notre porte, elle est primordiale. En tant qu'assistante sociale, on le voit, c'est pas facile. Le logement, c'est l'intimité des gens. Comment est-ce qu'on va chercher les gens? Comment est-ce qu'on les pousse à un moment donné à se dire, allez, on tente le truc, on y va, on le fait. Et on va pas vous lâcher, on sera là. Tout ça, c'est compliqué et ça se crée sur du long terme, sur de la confiance, sur tout un tas d'éléments qui sont primordiaux pour accéder à cette rénovation. Alors, je suis ravie de voir ce qui existe en Flandre par rapport aux propriétaires bailleurs, parce qu'on avoue que nous, en Wallonie, c'est une de nos inquiétudes notamment, c'est toutes ces questions du parc locatif, qui est actuellement un peu mis sur le côté dans les questions des aides qui sont proposées en termes de rénovation. Alors en Wallonie, on a 70% de propriétaires, 30% de locataires. Donc on a un parc qui est plutôt avec des propriétaires occupants où on a davantage besoin aussi d'accompagnement. Et les propriétaires bailleurs, c'est comme si ils savaient et on ne peut pas y toucher. Et nous, on trouve ça fortement regrettable parce qu'on le voit. De un, tous les propriétaires bailleurs ne connaissent pas la réglementation, ils sont perdus, ont des questions. Mais de deux, c'est souvent des sources de tension entre le propriétaire et le locataire quand une rénovation n'est pas activée. Et s'il n'y a pas à un moment donné des choses qui sont mises en place pour accompagner cette relation propriétaire-bailleur, on en arrive à des relations, à des situations de rupture. Des fins de bail qui sont prononcées, des expulsions, tout un tas de choses que vous connaissez sans doute et auxquelles on est confronté au quotidien. Sauf que on va avoir besoin d'eux aussi pour la rénovation. On le sait, ceux qui vivent dans les moins bons logements, c'est les personnes qui ont les moins les moyens et qui sont par conséquence locataires. Et si on ne met pas en place des choses pour les aider, pour les soutenir, pour les accompagner, on va passer à côté de quelque chose. Alors nous, au réseau, on parle souvent de médiation propriétaire-locataire. Alors c'est pas devant le tribunal ou autre, c'est comme ça a existé pendant les inondations, des travailleurs sociaux qui vont taper aux portes et qui disent voilà, comment est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce que vous avez à un moment donné pris le temps de vous poser à une table avec votre propriétaire ou avec votre locataire? Parce qu'il y a peut-être des choses que vous ne connaissez pas. Peut-être que vous ne connaissez pas ça, comment il vit et inversement. Et est-ce qu'on peut trouver une solution ensemble pour y arriver? Sans ça, on se dit qu'on passera à côté et qu'on n'arrivera pas aux objectifs. Voilà. Et alors la dernière chose, avant de vous laisser la parole, c'est de dire aussi que l'accompagnement, on parle souvent de guichet unique, où on rassemble tout au même endroit. Nous, quand on entend ça, ça nous fait parfois peur, parce qu'on sait que des personnes vont avoir peut-être une facilité à taper à la porte du CPS, alors que d'autres pas du tout, parce qu'ils ressentiront la honte. Certaines personnes ont besoin juste d'informations, quelles sont les primes, les aides auxquelles j'ai droit, et puis une fois qu'il reprend le fascicule, il peut rentrer chez lui et est très proactif et va pouvoir faire les choses. Et puis d'autres ont besoin d'être pris par la main et d'être accompagnés sur un plus long terme. Et donc nous, souvent, on dit qu'il faut ouvrir et massifier les propositions d'accompagnement qui sont possibles, parce que chacun doit pouvoir trouver la porte d'entrée. Cette relation de confiance, peu importe vers quel interlocuteur, mais à un moment donné, il doit trouver la formation qu'il a besoin et il doit pouvoir être épaulé. Voilà, je terminerai avec ça. Merci beaucoup. Voilà, on a maintenant un quart d'heure pour des questions-réponses. Je vais donner du coup la parole à la salle, donc levez la main, je vous en prie. Et présentez-vous aussi en 2 mots. Merci. Donc, Luc Bolsens du Front commun SDF. Alors, je me faisais une réflexion par rapport à une des remarques de Madame Smet. Donc, à un moment donné, vous dites je conseille aux propriétaires de laisser tomber. Et
ça me fait penser à des accompagnements que j'ai faits pour de la recherche de logement et où la question de l'école, des magasins, des trains, etc. Donc le fait que l'habitation soit isolée était quelque chose de prenant pour la personne. Et ma remarque, c'est qu'il faut aussi penser, quand on fait des rénovations de quartier, à cet aspect-là, à veiller à ce que des habitations ne soient pas trop isolées, qu'il y ait des systèmes d'accès aux services pratiques. Merci. Alors on va prendre quelques questions et puis alors je donnerai la parole aux intervenants. Begrijp ik dat goed? Est-ce que c'est bien compris la question sur les maisons qui sont trop isolées, trop bien isolées? Geïsoleerd. Ja, te ver weg. Ja, maar in die situatie, dus dat was een ouderlijke woning van... Dans cette situation-là, c'était une maison de monsieur parentale. On voulait investir dans la location, mais je ne sais pas, ici, dans cette maison-ci, ou dans une maison dans le centre. Et parce que cette maison était si vieille, éloignée et mal isolée, donc on voulait quand même prendre cette maison-là ou l'autre. Donc c'était dans leur situation mieux d'aller investir dans quelque chose qui est mieux au niveau de la qualité de base, plus dans le centre. Donc c'est ça la raison pour laquelle. Donc la distance du centre n'est pas le seul facteur pour dire voilà, on ne va pas le faire, parce que la pénurie de maisons, pénurie de logements est tellement importante qu'il faut prendre l'ensemble des facteurs. Donc la distance, oui, ça joue, ça peut être un argument, mais n'est pas toujours un argument. Donc ici, c'est plusieurs facteurs qui jouent, qui déterminent où la vie, c'était finalement pas cette maison-là, mais choisissez plutôt une autre maison. Parce qu'il y a le besoin. Donc chaque maison, en plus, pour chaque maison, de plus, il y en a un logement de gagné, mais pour le promoteur, ça ne va pas résoudre le problème de la crise au logement. Nous avons une crise au logement en Flandre, mais très clairement aussi en Wallonie. Donc pour moi, c'est un puzzle. Mais vous avez beaucoup de solutions qui sont nécessaires pour ce grand problème donc, de la rénovation. Il faut beaucoup de mesures, beaucoup d'approches que d'un promoteur à la location. Il faut beaucoup d'autres choses. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je suis ici avec différentes casquettes. Je suis présidente à Bruxelles d'une AIS, mais je suis également intéressé pour des projets de rénovation et l'accompagnement technico-social à Gand. Et tout d'abord, petite remarque sur la nécessité absolue pour la combinaison de l'accompagnement social et l'accompagnement technique. Je viens de le dire, mais il y a beaucoup de tensions entre l'accompagnement social et technique, parce qu'un accompagnement à la rénovation, ce ne sont pas des architectes. Il y a des gens qui vont se spécialiser. Il faut savoir ça suffisamment sur le social, mais il faut être bien spécialiste et l'inverse. Et là, vous avez les négociations avec les entrepreneurs et là, vous voyez qu'il y a pas mal de conflits parce qu'un entrepreneur, c'est par hasard quelqu'un qui ne connaît pas le néerlandais, ce qui engendre des conflits en Flandre, ou l'inverse, c'est une famille qui ne parle pas le néerlandais qui va négocier. Donc, il faut beaucoup d'attention pour la confiance, effectivement, avec le locataire, l'habitant, mais la communication est fondamentale. C'est une petite remarque que je vous donne. Mettant sur la rénovation, l'accompagnateur à la rénovation comme l'accompagnement des locataires, je constate souvent dans les projets où je suis impliquée comme chercheuse, mais comme administrateur aussi, qu'il est très difficile de travailler dans les appartements, pendant qu'il y a là le grand besoin dans les appartements. En Campine, il y a moins d'appartements qu'à Charleroi qui ne sont pas ici. À Namur, Anvers, Gand, Bruxelles, vous avez beaucoup d'appartements avec un besoin de rénovation absolu, où il y a des constructions très très complexes, des propriétaires bailleurs, beaucoup de copropriétaires, beaucoup de locataires. Comment faire ça avec les parties communes, comment avec la partie privée, il y a des problèmes complexes énormes. Donc, je n'ai aucune idée comment vous faites ça dans la pratique pour vous démêler les pinceaux.
cette question de la rénovation dans les appartements, si vous le souhaitez, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais, enfin, Ariane peut me compléter peut-être, mais en fait, en tout cas, donc chez Habitat et Rénovation, je pense dans la plupart des associations du réseau Habitat, les conseillers en rénovation sont des personnes formées comme architectes, avec le diplôme d'architecte et qui vont souvent travailler comme architecte avant de faire ce travail-là. On n'a souvent pas de formation sociale, mais par contre, c'est clair que chaque personne qui rentre dans ce service, en général, on le fait parce qu'on veut. Mais c'est vrai qu'on a du coup cette double casquette et parfois ça prend beaucoup de temps pour l'accompagnement social des personnes un peu précaires dans ces questions de logement. Et quand on n'arrive pas au bout des projets, c'est lourd pour eux, c'est lourd pour nous aussi parce qu'on a des personnes vraiment dans des situations de précarité très très fortes. Mais donc oui, comme vous dites, on a besoin de ces deux atouts et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et pour compléter aussi, dans les associations, avec les autres casquettes, les autres domaines d'activité de chaque association, il y a des travailleurs sociaux, par exemple, dans les compétences insertion par le logement. Et donc, c'est vraiment une approche par la transversalité dans les associations qui est très présente aussi. Alors, sur la question des copropriétés, bien sûr, à Bruxelles, c'est un casse-tête absolu. Et en fait, dans les outils qu'on développe au niveau du réseau Habitat et dans l'approche que chaque conseiller met en place, avant de parler de rénovation, il y a déjà toute une couche d'informations sur les obligations en tant que copropriétaire, comment mettre en ordre sa copropriété, ne fût-ce que pour pouvoir penser éventuellement un jour à financer des travaux. Enfin, voilà. Donc ça c'est évidemment un gros nœud et c'est effectivement très énergivore pour les conseillers. Mais oui, ça fait partie de cet accompagnement que j'expliquais, qui est sur mesure. On prend la personne avec la question avec laquelle elle arrive et on détricote patiemment les nœuds. Et voilà, je voulais aussi revenir sur différents éléments j'en profite, j'ai le micro. Je sais pas, vous avez oui, allez-y. Sur différents éléments qui ont été évoqués. Donc sur effectivement ce lien de confiance, c'est quelque chose sur lequel nous on construit beaucoup dans les associations de réseau Habitat. Donc, comme je le disais, c'est des associations de proximité qui sont connues parce qu'une dame qui aujourd'hui se pose des questions sur éventuellement rénover son appartement, en fait, elle a été à l'école des devoirs de l'association quand elle était adolescente. Et en fait, on est dans cette relation qui touche en fait à tous les domaines de la vie des gens, pas uniquement vous venez me voir parce que vous voulez faire une rénovation. Et donc, c'est quelque chose sur lequel on travaille très fort et qui permet vraiment de diminuer de faciliter l'accès à nos services de manière générale, quoi. Et aussi, on est des ASBL indépendantes. On n'est pas lié à la commune, la région. Ça permet aussi à quelqu'un qui envisage de faire une rénovation, mais qui a probablement un truc pas tout à fait réglo au niveau urbanisme, il va quand même venir nous poser des questions qui sont fondamentales pour son projet. Donc ça, c'est aussi un élément que je voulais amener. Il y a plein d'autres trucs. Mais... Et peut-être une chose encore, c'est que du coup aussi avec le temps, on a développé énormément d'outils qu'on se partage aussi, qu'on mutualise avec les conseillers en rénovation, avec les juristes, avec les assistants sociaux, etc. Des outils extrêmement didactiques, j'ai du mal avec ce mot, et pour simplifier les explications, et accompagner le plus facilement possible, parfois sous forme de jeu. Pour la copropriété, on a des sortes de jeux. Enfin voilà, ça permet aussi de faciliter le contact. Leen, wie de ook reageren? Uw vraag. Oui, votre question parlait spécifiquement des appartements. Et c'est une question très justifiée parce que c'est très complexe, les appartements, au niveau des projets promoteurs. Nous ne sommes pas la possibilité de le faire, des appartements, parce qu'il y a les spécificités techniques, architecturales. Donc là, on regarde des projets qu'on a à Malines et à Anvers sur le projet Be Real. Et on espère que seulement, dans notre cas, la Flandre, c'est-à-dire VK, et le ministre également, ou les ministres du logement et de l'énergie qui voudraient s'approprier cette piste
pour qu'il y ait plus de professionnalisme à rénover les appartements aussi. Mais un projet comme celui-ci ne peut pas travailler sur cette mesure des appartements. Merci. Allez-y. Comment on fait une demande à l'AIS ou sociale et qu'il prend ça avec ce qu'on touche, le moins cher, il faut le moins cher tous les deux, ou bien l'AIS, il fait un loyer plus, ou bien la sociale. C'est ça que je me demande si c'est à peu près le même prix et s'il fait moins cher que les deux. Donc votre question, c'est de savoir si, par rapport au projet à Anvers, si le... Moi, je parle de partout. Hein. Partout. Quand tu demandes à l'AIS ou au social, c'est toujours un appartement. Mais on m'a toujours dit qu'il faut faire ça à tous les deux parce que l'AIS est plus rapide. Ah oui. Ok. Et puis, est-ce qu'ils font les mêmes prix ou bien c'est moins cher ou plus cher? Je peux peut-être essayer. Je vous vois tous me regarder, donc je vais répondre. Je peux répondre aussi si tu veux après. Je vais peut-être parler pour la Wallonie et je laisserai pour Bruxelles parce que les systèmes sont différents. Le logement étant une compétence régionale, les systèmes d'attribution entre les régions sont différents. Mais alors, ce qui se passe en Wallonie, c'est qu'on a le logement privé, où là, c'est les loyers qui sont dans le cours du marché. Donc, c'est souvent des loyers qui ne sont pas beaucoup accessibles et fort chers. Sauf si on tombe sur des propriétaires bienveillants. Il en existe, je tiens toujours à le rappeler. Voilà, il en existe, mais qui suit le cours du marché. Donc on peut avoir des loyers qui varient entre 500, 600, 700, 800, 900, et je ne vais pas monter plus loin, mais il en existe aussi. Et puis il y a ce qu'on appelle du logement public ou logement social, logement public pour les sociétés de logement public et social si on englobe les agences immobilières sociales. Alors, la règle en logement public, donc les sociétés de logement public, c'est que c'est 30% du revenu. Donc c'est que ça va fluctuer en fonction. Si par exemple, imaginons, j'ai pour le moment un boulot, ben, mon loyer va être calculé en fonction de ce que je gagne, et puis peut-être que dans un mois, je vais tomber fortement malade, me retrouver à la mutuelle, mon revenu va diminuer, ben, mon loyer va diminuer en fonction de mon revenu. Au niveau des agences immobilières sociales, c'est différent parce que les agences immobilières sociales, elles, en tout cas en Wallonie, le prix est calculé avec le propriétaire, il est négocié, mais il doit être en deçà du marché, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être de la même valeur que celui du logement privé. Ce matin, je rappelais, à condition que l'agence immobilière garde son petit S de social. Pourquoi ? Parce qu'en Wallonie, et je pense qu'à Bruxelles aussi, des informations que j'ai d'homologues bruxellois, c'est que normalement, ce loyer doit rester accessible parce que le principe d'une agence immobilière sociale, c'est qu'elle elle capte du logement privé pour le rendre plus accessible à des publics qui auraient moins les possibilités d'avoir accès dans le privé. Sauf que certaines ont des loyers qui sont juste en deçà du marché. Et donc là, on perd ce caractère social. On perd ce côté accessible, etc. Alors qu'il y en a d'autres, on va rester sur un loyer qui va être fixe et qui va être calculé et négocié avec le propriétaire. Ça, c'est la petite nuance. Force est de constater qu'en Wallonie, on manque cruellement de logements publics. On n'a que 7% du parc qui est du logement public. Les agences immobilières sociales sont en train de s'agrandir, mais ça prend du temps. Et donc, on a forcément une attente qui est importante sur les listes. Alors, les comités d'attribution sont différents entre une agence immobilière et une société de logement public. Mais en moyenne, on a 7 ans d'attente dans du logement public et on a plus de 41 000 personnes en liste d'attente en Wallonie, ce qui est énorme. Et donc, on a un marché privé qui est sous tension et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de crise du logement. C'est comme ça que nous, on la nomme au réseau.
on dit que c'est une crise endémique parce que on a une pression immobilière qui est tellement importante que on a toute la problématique du logement vide, du logement qui est par des marchands de sommeil, le prix des loyers qui explose et une tension pour des locataires qui vivent dans le quotidien avec la crainte de devoir quitter son logement, etc. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Si je peux peut-être du coup ajouter une chose. Donc nous, dans l'ASBL, il y a une agence immobilière sociale. Je dirais qu'il y a en fait une grosse différence principalement entre le logement social public et les agences immobilières sociales. C'est que si vous avez un logement social public, ça appartient au public, et si jamais pour une raison ou une autre vous ne pouviez plus loger dans ce logement, ils ont l'obligation de vous reloger. Si vous êtes en agence immobilière sociale, alors peut-être parfois la durée est moins longue, mais il y a quand même des longues listes d'attente, mais peut-être c'est un petit peu moins long pour y accéder. Mais comme on dépend de propriétaires privés, si au bout du bail, donc ce seront souvent des baux de 9 ans, si au bout du bail, le propriétaire décide de reprendre son logement, l'agence immobilière sociale ne peut pas dire non, enfin on ne peut pas l'obliger, et on n'a pas l'obligation de relogement. Et donc on ne peut pas garantir, ça reste un système en fait de logement privé, donc même si c'est plafonné, en fait les loyers sont vraiment plafonnés par rapport à un subside qu'on reçoit. Nous, on conseille toujours à nos locataires de s'inscrire aussi sur le logement social parce que là, c'est pérenne et qu'il y a moins de risques à un moment de les perdre. Donc, voilà. Et on a souvent des gens du coup qui passent de l'AIS à un logement social parce que voilà, ils ont eu assez de points, puisque c'est le système de points. Et alors là, on a peut-être des logements qui se libèrent. Voilà. On va prendre une dernière question avant la pause. Allez-y, je vous en prie. Bonjour, Grégoire du Fonds du Logement. Dans les exemples qu'on a vus tant à Bruxelles qu'en Flandre, les exemples photos qu'on a vus ou le discours parlent surtout de maisons unifamiliales ou de quelques copropriétaires. À Bruxelles, essentiellement, ce sont des grosses copropriétés, je pense au boulevard Médouis, Arbre Ballon, avenue de l'Exposition, le quartier Marius Renard, où nous avons des immeubles de dizaines, voire centaines d'habitations. Alors, est-ce que l'accompagnement actuel est adapté à ce type d'environnement, à ce type de construction? Et alors, on est très axé sur la rénovation, mais parfois, est-ce qu'il ne faut pas se demander dans quelle mesure, au lieu d'une restauration et d'une rénovation, il ne faut pas passer par une démolition-reconstruction? Voilà. Sur l'accompagnement des grandes copropriétés, donc là très souvent, je pense dans l'immense majorité des cas, il va y avoir un syndic professionnel. Et donc en fait, eux peuvent faire appel au facilitateur bâtiment durable, qui est un service d'accompagnement proposé par Bruxelles Environnement, donc l'administration régionale. Et c'est des publics avec lesquels nous, on n'est pas souvent en contact. Donc les copropriétés qui sont typiquement les copropriétés avec lesquelles nous on travaille, c'est des petites copropriétés peu organisées. Quand il y a un syndic, c'est un syndic non professionnel. Et donc voilà, effectivement, au niveau technique, rénovation, c'est pas du tout les mêmes enjeux, les mêmes problématiques. Mais donc voilà, on ne fait pas ce type-là d'accompagnement. Et peut-être sur la démolition-reconstruction, de nouveau, je ne parle pas des tout grands bâtiments, mais bon, je pense que la logique est peut-être la même. Mais les études montrent bien que c'est assez catastrophique au niveau durabilité et environnementale de démolir un immeuble pour reconstruire. Et c'est souvent, alors je ne dis pas que c'est c'est souvent plus coûteux de rénover que de démolir, reconstruire, mais ça reste quand même souvent très intéressant. Et il y a aussi la question de l'entretien. En fait, c'est souvent une première étape pour nous. Au plus on entretient un immeuble, au moins il aura besoin de rénovation, au moins rapidement. Voilà. Un tout grand merci. Et donc merci aux intervenants pour la qualité des interventions et merci aussi au public pour les questions.
Maintenant, il y a un quart d'heure de pause, c'est ça? Et ils reviennent ici, ok.